Eramet s'intéresse aux métaux stratégiques en fait depuis toujours, depuis le début de son existence. Ce n'est pas un intérêt, c'est notre histoire. On a été producteur de nickel en Nouvelle-Calédonie depuis 1880, la date de la création d'Eramet. Dans le minerai de nickel, il y a du cobalt. Nous sommes métallurgistes en Suède depuis le XVIIe siècle pour des aciers spéciaux. Alors à l'époque, ce n'était pas des aciers spéciaux, mais depuis, on va dire, plusieurs décennies, nous faisons des aciers qui contiennent des métaux rares, comme le tungstène. Nous avons une usine à Grenoble qui est assez ancienne aussi. Je ne peux pas vous dire depuis quand elle existe, mais qui transforme du tungstène et du cobalt, et qui fait des poudres alliées avec ces métaux. Donc on peut dire qu'on baigne dans ces métaux depuis notre naissance, c'est notre ADN. Si on veut donner un exemple d'une application en fort développement et qui fait appel aux métaux dits stratégiques, le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'aéronautique. L'aéronautique, c'est l'un des principaux marchés d'Eramet aujourd'hui. Et dans l'aéronautique, on utilise beaucoup de métaux stratégiques parce qu'on a besoin d'avoir des pièces réalisées en alliage de métaux très particuliers pour avoir des propriétés de légèreté, de résistance mécanique, de résistance à la chaleur, qui sont tout à fait vitales pour que les avions volent bien, vite, économiquement, à grande vitesse ou même à vitesse réduite. Donc ce sont des métiers qui requièrent vraiment des matériaux très sophistiqués et ils font appel à des métaux stratégiques. Il y a par exemple ce qu'on appelle les super-alliages base nickel ou cobalt pour les moteurs d'avion qui font appel, outre au nickel et au cobalt, qui font appel à d'autres métaux comme le molybdène. Nous avons le titane qui est très important aujourd'hui dans l'aéronautique, notamment parce que nous avons des clients qui cherchent à rendre leurs avions plus légers. Et pour avoir des structures plus légères, on met des composites. Et il se trouve que pour avoir des composites, il faut aussi des matériaux compatibles avec les composites. Et le titane joue un rôle clé dans cette tendance à l'utilisation des composites dans les structures d'avions. Et donc le titane est un métal que nous travaillons de plus en plus et dans lequel nous investissons, et qui justifie en partie des constructions d'équipements neufs ou des projets d'investissement assez importants. Comme on est producteur mineur et métallurgiste de ces métaux, on ne se sent pas inquiet par les crises. Au contraire, on estime qu'il y a des opportunités et que pour nous, ce ne sont pas des crises, ce sont des opportunités de développement. Donc sur les terres rares plus particulièrement, ou le niobium, qui est également considéré comme un métal critique par l'Union européenne, il se trouve que nous avons eu une demande du gouvernement gabonais dans les années 2000, mi-2005 à peu près, de regarder un gisement de phosphate au Gabon, près de Lambaréné, la ville où le docteur Schweitzer a construit un hôpital. Et nous avons en fait compris que ce gisement n'était pas qu'un gisement de phosphate, c'était d'abord un gisement de niobium et de terres rares. Et donc depuis une dizaine d'années maintenant, nous travaillons sur ce gisement. Nous l'avons mieux caractérisé, exploré davantage pour mieux en comprendre les ressources et ses caractéristiques précises. Et nous développons un procédé très innovant, un procédé hydrométallurgique, permettant d'extraire et de valoriser chacun des éléments métalliques contenus, ce qui représente au total une vingtaine d'éléments métalliques. Jusqu'en 2010, personne ne s'intéressait vraiment en France tellement à notre métier, qui est d'extraire, enfin d'explorer, d'extraire et de produire des métaux, et puis de produire des alliages de ces métaux, puis de transformer ces alliages en pièces, par exemple, en pièces forgées pour l'aéronautique ou l'énergie. Mais pour nous, comme c'est un phénomène global, et qu'en dehors de la France, beaucoup d'industriels ou de pays restent mobilisés sur le thème, ça n'a pas forcément contribué à nous mobiliser davantage. Par contre, ça nous permet de nous exprimer mieux en France, permet de nous exprimer davantage en France et de sensibiliser nos parties prenantes françaises sur les enjeux. Ce sont les enjeux sur lesquels on n'a pas besoin de sensibiliser, par exemple, nos parties prenantes, nos partenaires ou nos clients japonais. Mais en France, finalement, nous sommes tout à fait heureux dans notre pays d'origine de pouvoir partager, exprimer et finalement échanger avec nos parties prenantes françaises. On n'a pas forcément d'industriels qui expriment des inquiétudes. On a plutôt des industriels qui recherchent des solutions, des collaborations
Et donc cela permet finalement de mettre en place, sous l'égide en partie d'ailleurs des pouvoirs publics, des partenariats publics-privés, des partenariats de recherche, comme avec le CEA pour l'Institut européen d'hydrométallurgie, avec le BRGM, ou récemment avec l'IFREMER et Technip pour l'exploration des sulfures polymétalliques au large de Futuna, donc dans les grands fonds des eaux économiques des eaux territoriales françaises au large de Wallis et Futuna. C'est un partenariat qui n'aurait jamais pu voir le jour si les pouvoirs publics n'avaient pas été sensibilisés et si finalement il n'y a pas une dynamique encourageant les industriels français à collaborer, à travailler entre eux en fait, et à échanger leurs préoccupations, mais aussi à partager leurs compétences et leur savoir-faire. Je remercie Global Links et MTL Index pour cette opportunité de pouvoir justement échanger et partager avec des parties prenantes françaises, que ce soit des pouvoirs publics, des industriels et puis des ONG également. C'est intéressant de pouvoir échanger sur toutes les thématiques liées aux matières premières, sachant que c'est un enjeu global, depuis l'exploration jusqu'au recyclage, en passant par la substitution, la transformation et toute la métallurgie.